quand on discutait de savoir si l'Afrique va aller vers les énergies renouvelables, l'Afrique va aller vers les énergies fossiles, nous avons publié un document dans une revue scientifique pour montrer que l'Afrique ne constitue pas une unité monolithique. Il y a une diversité de situations, c'est comme au Mali. On ne peut pas définir la politique énergétique dans la région de Kaï qui est applicable dans la région de Tombouctou, qui est applicable dans la région de Ségou, qui est applicable dans la région de Sikasso. On est dans une entité et chaque particularité est importante et doit être saisie. Et dans le contexte africain, nous avons décelé au moins 4 types de groupes de pays. Un premier groupe de pays qui peut représenter par l'Éthiopie, qui a une bonne base pour les énergies renouvelables, notamment le solaire, et qui peut évoluer assez facilement vers un avenir à énergie propre, à un coût relativement bas. L'Éthiopie fait partie de ça, le Kenya fait partie de ça. Un pays comme l'Afrique du Sud, ça c'est les parcours possibles que les pays peuvent prendre. Il y a déjà des infrastructures en place et dont le parcours est relativement différent, comme le Burkina ou le Mali, qui ne disposent pas d'infrastructures de base, qui ne disposent pas de ressources fossiles encore, dont le parcours énergétique est totalement différent. Et on doit définir cela à partir du contexte et non à partir d'un certain nombre d'attributs. Et les pays comme le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie et autres qui viennent de découvrir le pétrole et qui vivent un dilemme. Quelle option choisir pour ces pays? Est-ce qu'il faut aller vers le pétrole ou est-ce qu'il faut aller vers les énergies renouvelables? Admettons qu'ils aillent vers le pétrole. Ils seront obligés de concentrer des investissements et ces investissements ne vont pas être des investissements pour 10 ans, pour 20 ans, ça va être des investissements pour 30 ans. Et qu'est-ce qui va justifier les investissements dans un pays comme le Sénégal? C'est l'exportation, ce n'est pas du tout l'utilisation locale. Et si on veut utiliser le gaz sénégalais localement, il faut un minimum de 20 ans d'investissement dans le pays. Et les pays occidentaux vont importer le gaz du Sénégal, mais de manière conjoncturelle. Ils n'ont pas un problème structurel, ils ont un problème conjoncturel. Et à partir d'un certain temps, le Sénégal va se retrouver avec ce qu'on appelle un actif dévalué. C'est-à-dire qu'il va se rajouter à la dette. Et on a essayé de cerner ces différents éléments pour montrer que ce qu'il faut faire dans le contexte africain. Sans rentrer dans les détails aussi, il est important d'avoir une certaine idée du contexte africain. Et ce contexte africain, quand on regarde chacun des objectifs de développement durable, l'Afrique n'est pas bien située pour atteindre, du moins l'Afrique subsaharienne ne peut atteindre aucun des objectifs de développement durable. On n'est même pas sur la trajectoire parce qu'on a une vision environnementale du développement durable. On n'a pas une vision économique, on n'a pas une vision sociale, on n'a pas une vision technique. Difficilement, quand on prend, pour ne prendre que l'objectif 2, l'objectif 7 ou 8, et quand on regarde globalement en Afrique, on est très mal placé pour atteindre ces objectifs. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Et pourtant, l'Afrique dispose d'importantes ressources qui sont inexploitées. Et bien que les investissements les considèrent comme risqués, c'est-à-dire 30% des réserves minérales mondiales sont en Afrique, 80% des réserves mondiales de chrome, de platine, les gens passent, de l'or sont en Afrique, 8% du gaz naturel, 12% du pétrole, 12% du potentiel hydroélectrique, 65% des terres arables non exploitées sont en Afrique, 70% des personnes dépendent des forêts en Afrique. Malheureusement, 195 milliards de dollars sont du capital naturel qui sont des flux illicites qui sortent de l'Afrique, on dit qu'on est pauvre. On a de l'argent qui part de l'Afrique. Et le paradoxe de l'Afrique, c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'abondance. C'est-à-dire qu'on est en face d'un fleuve, d'une rivière, et on meurt de soif. C'est ça le paradoxe africain. On a l'ensemble des ressources, même les ressources humaines. On ne les utilise pas, on ne les exploite pas de manière efficiente.
Et avec plus de 1 milliard d'habitants, les 55 pays d'Afrique subsaharienne abritent des économies, des ressources et des écosystèmes culturels qui sont diversifiés. C'est-à-dire, on connaît la famine, on connaît la pauvreté énergétique, les conflits régionaux, l'oppression patriarcale, l'insécurité économique, l'endettement. On peut citer toute une liste de possibilités, de problèmes que l'on vit dans le contexte africain. Et ces crises et d'autres crises structurelles de développement sont de plus en plus aggravées par les changements climatiques. Les changements climatiques vont amplifier les problèmes que l'on connaît dans le contexte africain. Et les deux sont sous-tendus également par des défis liés à l'énergie. Tant qu'on ne résout pas la question énergétique, il n'y a aucune possibilité de faire face à la question du climat, il n'y a aucune possibilité de faire face à l'ensemble de ces crises structurelles que l'on connaît dans le contexte africain. Et l'industrialisation de l'Afrique est fort clos si on ne maîtrise pas la question de l'énergie. Personne ne viendra investir dans le développement industriel. On fera uniquement comme on voit quand on sort de Bamako, on fait de vente. On ne produit rien. La production veut dire l'énergie. Ça, c'est une évidence. Et il y a des crises sur de l'Afrique qui sont enracinées. Il faut voir l'histoire de l'Afrique. Pourquoi on a la famine? Pourquoi on a la pauvreté? Pourquoi nos infrastructures ne sont pas développées? Ceci est lié à l'histoire. Et c'est le colonialisme, le système colonial qui a modelé nos économies. Et on n'a jamais réfléchi à comment sortir de ce modèle économique de nos pays. Ensuite, les efforts post-coloniaux, c'est-à-dire quand on a vu ici au Mali, on a essayé ici et là de mettre en place des industries qui fonctionnaient tant bien que mal. Il est arrivé la pire des choses et qu'on n'a pas également pris le temps de l'analyser de manière approfondie, c'est les programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel ont cassé notre système éducatif. Les programmes d'ajustement structurel n'ont pas permis qu'on réfléchisse, qu'on ait des centres de réflexion, qu'on ait des centres de recherche. Et les consultants ont remplacé les universitaires dans le contexte africain. On fait appel à un consultant plutôt que de faire appel à un centre de recherche pour analyser un problème. Et je ne pense pas que dans le contexte actuel, qu'il y ait un centre universitaire quelconque qui ait pris la peine de réfléchir sur la question que l'on vit actuellement de l'électricité humaine. Et quelles sont les perspectives d'en sortir. On va peut-être faire appel à un consultant pour lire, il va sur Internet, il va copier-coller et puis faire un rapport, il l'envoie, personne ne va développer. Ça, c'est les retombées du zone d'achat. On n'a rien fait pour sortir de cela. Et aujourd'hui, le continent continue uniquement à exporter des produits non transformés, des produits primaires. Et ceci apprend la vulnérabilité du continent. Et il suffit tout simplement de regarder le continent africain, globalement ce que l'on importe et ce que l'on exporte. Pour le Mali, c'est exactement la même palette. Et vous verrez ici, tout ce qui est importé, c'est des produits à plein de valeur ajoutée, pratiquement pas de valeur ajoutée. Et dès qu'on importe, il est beaucoup plus important que ce qu'on exporte, c'est les produits à valeur ajoutée. Et on vit trois déficits essentiels dans le continent africain, de l'Afrique subsaharienne et au Mali. Si on n'essaie pas de sortir de ces trois déficits, on ne peut pas avoir un mieux-être pour l'essentiel des jeunes qui sont ici dans cette salle. Le premier, c'est le manque de souveraineté alimentaire. On parle de sécurité énergétique alimentaire, il faut parler de souveraineté alimentaire. On a la possibilité de le faire. Ce n'est pas les terres qui manquent, ce n'est pas les hommes qui manquent, ce n'est pas les ressources qui manquent. Il faut absolument et fondamentalement que l'on ait la souveraineté alimentaire. Et le piège dans lequel je parcours le monde, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas dans une conférence à travers le monde, et quand on évoque la modification, la transformation du système agricole africain,
ben, il y a un recul. Parce qu'on préfère nous envoyer de l'aide plutôt que d'aider notre système à s'en sortir. Comme je l'ai dit tantôt, les agronomes et les spécialistes de l'agriculture qui sont dans la salle, ils peuvent nous corriger. Quand on regarde, c'est-à-dire avec la roue et la daba, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'on peut piloter un champ étant ici à Diré sur Internet. On peut le faire, on a la possibilité de le faire. On a la connaissance, on a les techniques, on a les moyens de le faire. Je pense que ça, c'est essentiel et fondamental. Le second, c'est l'absence de souveraineté énergétique. Et on a le paradoxe que on a un choix, un éventail de choix possibles pour notre devenir énergétique que les autres pays, les pays occidentaux, les pays émergents n'ont pas. Parce que notre avenir est ouvert pour absorber tout ce qu'il y a comme idée essentielle. Là, on a la possibilité de. Parce que quand on a rien, c'est quand on a un tissu, on n'a pas encore cousu. Bon, moi, j'ai déjà cousu ça, je n'ai pas la possibilité de modifier le tissu que j'ai. Quelqu'un qui a un tissu, ben, qui l'amène à la possibilité, il a plusieurs options. Nous, on a plusieurs options pour notre système énergétique. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et, comme je l'ai dit, il faut qu'on réfléchisse sur l'industrialisation. Et tant qu'on ne maîtrise pas les deux premiers éléments, l'industrialisation est folklore. Et elle est fondamentalement et essentiellement dépend du système énergétique.